pour ce nouveau café, nous recevons Dylan Dachet. Dylan vient de terminer une thèse à l'université de Liège, où il a donc fait un master en sciences de l'éducation et avant cela une formation d'enseignant, donc enseignant du primaire. Et il est en partance vers l'université de Cagliari en Sardaigne, où il va passer 6 mois pour préparer un projet qui va concerner notamment l'enseignement maternel. Mais ce n'est pas pour cela qu'on le reçoit aujourd'hui. On va tout de suite voir avec lui ce qu'il y a dans cette fameuse thèse et ce qui peut nous être tout à fait utile. Bonjour Dylan. Bonjour Marc. Alors, ta thèse qui parle d'Umbrella Review, Oui. je pense, hein, donc c'est le titre principal. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on doit trouver derrière ce parapluie? Tu te caches derrière un parapluie? Parfois peut-être, mais c'est un terme assez générique qui reprend toutes les méthodes de recherche qu'on appelle tertiaires. Et donc l'idée des méthodes de recherche tertiaires, c'est que ce sont des méthodes qui vont nous permettre de synthétiser la littérature scientifique sous le prisme des synthèses qui existent déjà dans la littérature scientifique. Donc l'idée, c'est qu'il y a des méta-analyses qui synthétisent les recherches expérimentales et les Umbrella Review vont synthétiser les différentes méta-analyses qui existent dans la littérature. Donc ton travail de recherche, c'est un travail sur la recherche en quelque sorte. Oui, c'est ça, tout à fait. Ah oui, et comment est-ce qu'on en arrive, alors qu'on est enseignant au départ, à se dire, moi je vais faire de la recherche sur la recherche, une sorte de méta-recherche? Ça n'a pas toujours été une évidence directe de faire ça. Disons qu'il y a eu quelques éléments de contexte, et notamment avec le Pacte pour un enseignement d'excellence, où en Fédération Wallonie-Bruxelles, on a commencé à parler un tout petit peu d'evidence-based education, et donc de l'idée qu'on peut, lorsqu'on veut penser les pratiques, les programmes éducatifs qu'on met en œuvre dans les écoles, on peut se référer à la recherche disponible, et notamment à la recherche expérimentale. Et dans les pays anglo-saxons, en Angleterre, aux États-Unis par exemple, il y a des organismes qui produisent des méta-analyses, des revues de synthèse qui permettent aux enseignants d'accéder à toutes les recherches disponibles sur un sujet, la littératie, la numératie, le redoublement, le décrochage scolaire, etc. Et je m'étais dit au début de ma thèse, en fait, dans notre système éducatif, on n'a pas vraiment ça. Non. Et tout seul, mener tout ça était un tout petit peu compliqué. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais mettre en œuvre pour essayer en fait, de fournir des synthèses aux enseignants que je rencontre en formation, mais aussi, pourquoi pas, les diffuser plus largement par le biais de sites internet ou ce genre de choses, et sans prendre tout ce temps pour mener des méta-analyses, parce qu'une méta-analyse, ça peut prendre jusqu'à 2 ans parfois. Et donc, si on veut essayer de traiter un peu tous les sujets, notamment tous les sujets qu'on doit travailler dans le pacte, on n'a pas forcément cet agenda. Et donc, du coup, j'ai été un peu voir ce qu'on fait en médecine. Et en médecine, il y a cette fameuse méthode de l'Umbrella Review, qui permet en fait de non pas synthétiser toutes les recherches expérimentales qui sont faites, mais plutôt de synthétiser toutes les méta-analyses qui existent déjà. Et je me suis dit du coup que ça me permettrait en fait de profiter des travaux qui ont déjà été faits dans d'autres pays pour les synthétiser et les rendre disponibles au sein de notre système éducatif en français. C'était aussi important pour moi de les rendre disponibles en français du coup. Parce que les enseignants ont autre chose à faire évidemment que de lire les textes originaux, donc des synthèses, c'est utile. Mais très rapidement, alors le pacte a rejoint cette préoccupation? C'est là le problème, c'est que l'ambition du pacte sur le sujet de l'évidence-based était quand même assez importante pour moi, notamment parce que c'est une des premières réformes francophones à mentionner ce mouvement de recherche et donc à dire, à un moment donné, on va réfléchir en termes d'efficacité de ce qu'on fait. Et du coup, j'avais un peu l'impression qu'on allait, notamment dans les ressources, dans ce qui est partagé sur eClass par exemple, proposer énormément d'outils qui sont fondés sur ce que dit la recherche expérimentale en termes d'efficacité. Mais tu as un peu déchanté, si je comprends bien. Un tout petit peu, parce que quand on analyse un peu finalement tout ce qui est disponible, il y a des outils, il y a des dispositifs qui sont proposés sur eClass, qui sont fondés sur de la recherche, qui sont testés dans des classes, mais malheureusement, ce n'est pas la majorité des recherches disponibles qui sont... Un ordre de grandeur J'ai essayé de quantifier sur les travaux qui ont été menés dans les 4 premières années, donc ce qui a été publié dans les 4 premières années sur eClass, et 70% de ce qui a été publié n'a pas été testé en classe. Ah oui, donc on ne sait pas si ça marche ou si ça ne marche pas. Ce sont des productions qu'on rend disponibles et après à chacun alors de se faire un peu son idée. Oui, et donc ça. de réinventer. En fait, c'est un peu à nous de faire le test achat de ce qui est proposé. On a mis en vitrine toute une série de choses qui vont l'air alléchantes et puis après, il faut faire le tri et c'est pas une masse à faire. Oui, c'est ça. Et je crois que ce n'est surtout pas la tâche de l'enseignant de faire ce tri-là. Je pense que nous, les chercheurs, avons aussi ce rôle-là de pouvoir à un moment donné fournir aux enseignants ce qui nous semble efficace ou ce qui a montré des preuves d'efficacité
par ailleurs, mais aussi surtout, et je l'espère à long terme, essentiellement dans notre système éducatif, et qu'on puisse mener ce genre de recherche plus largement dans notre système éducatif. Il y en a, hein. Il y en a qui ont eu lieu ces dernières années, et j'espère que la mouvance va continuer, parce que ça, c'est quand même un des éléments positifs du pacte. Il y a eu des recherches expérimentales dans notre système éducatif, et récemment, avec une équipe de l'Université de Liège, on a pu produire une méta-analyse en français sur les dispositifs de bien-être, et je pense que ça, ce sont des bons progrès. Donc on a pris par le bien-être, là. On a le choix, c'était... Ça dépend aussi des priorités, évidemment, du système. On a pu prendre la lecture ou la numératie, mais donc nous, on a quelque chose sur le bien-être. C'est une autre histoire, et on mettra tous les renseignements de ce dont on parle, comme on le fait chaque fois en dessous de la vidéo. Donc intéressant. Les enseignants, c'est vrai, n'ont pas le temps, et puis ils voient le problème par un prisme qui est très limité, une classe, donc il est normal d'avoir ce travail. Mais comment est-ce que nous, alors on est aussi attentifs à ce dont ont besoin les enseignants? Parce que c'est bien de leur proposer des trucs qui marchent, mais s'ils n'ont pas besoin, s'ils ne voient pas l'intérêt, comment est-ce que toi tu vois cela? C'est vrai que c'est un grand enjeu aussi, et je pense qu'il faut, en tant que scientifique, rester disponible et se rendre disponible pour les enseignants. Moi, je trouve que c'est essentiel d'aller dans les écoles. À chaque fois que j'ai été invité dans une école, que ce soit par une direction ou par un enseignant qui souhaitait un peu parler de ça, qui avait des grandes interrogations sur comment est-ce qu'on va mettre en place tel élément, les plans de pilotage, mettent aussi pas mal de réflexions sur ce sujet-là. Je trouve que c'est le rôle aussi du chercheur, qui est en partie, ou si pas essentiellement, financé par de l'argent public, de se rendre disponible et d'aller sur le terrain. Alors, et ça se fait aussi par d'autres biais, hein, par la formation continue, parfois par la formation initiale aussi, par notre implication dans les masters de nos universités. Mais je pense aussi qu'il y a vraiment ce rôle de proximité qu'il faut créer entre la recherche, et que ça passe aussi par le fait de faire de la recherche de qualité. Et de la recherche de qualité, pour moi, c'est aussi de la recherche qu'on mène dans les écoles, avec les enseignants, dans leurs classes, avec leur contexte et avec les difficultés qui sont liées à ces contextes-là. Et en faisant ce travail de synthèse, de mettre à plat les choses, de s'intéresser à ce qui marche, ça t'a aussi obligé à définir quels étaient les critères d'une bonne recherche pour les chercheurs, c'est-à-dire une recherche qui est convaincante et qui permet de s'appuyer dessus et de ne pas dire des bêtises. On voit ça aussi, hein. Je n'ai pas cité d'aventures récentes, mais où un papier qui est publié, mal torché, dans une revue juste passable, peut aussi faire des dégâts parce qu'il donne l'impression que la recherche valide ce type de choses. Or là, tu as aussi vu que pas mal de recherches n'atteignent pas nécessairement les standards. Oui, tout à fait. J'ai beaucoup travaillé avec des outils anglo-saxons, notamment Wadsworth-Nieringhausen, qui définit une série de critères de qualité de la recherche. Alors moi, je me suis surtout intéressé à la recherche expérimentale, donc je connais finalement assez peu les critères de qualité d'autres types de recherche, mais dans la recherche expérimentale, il y a une série de choses auxquelles on peut être attentif. Je dirais que sans doute les plus importants sont pour moi ce qu'on va labelliser sur le terme facteur confondant. Et donc c'est l'idée que quand on fait une recherche expérimentale et qu'on compare un groupe dans lequel on met en œuvre une intervention à un groupe contrôle dans lequel on ne met pas en œuvre cette intervention, on va essayer d'être vigilant qu'on mesure bien l'effet de l'intervention et finalement pas l'effet d'autre chose. Par exemple, ce qui peut parfois arriver, c'est lorsqu'on met en œuvre un dispositif dans une classe et qu'on compare à une autre classe dans laquelle on ne le met pas en œuvre, et que ce sont des enseignants différents dans ces deux classes-là, on ne sait pas si on mesure l'effet de l'intervention qu'on a étudiée ou l'effet de l'enseignant ou l'effet maître, si on préfère. Et donc, du coup, dans ces cas-là, je pense que c'est des petites choses auxquelles on peut être attentif. C'est un des grands premiers critères pour moi. Est-ce que finalement, dans cette recherche-là, on a des bonnes indications méthodologiques qui nous permettent d'être sûrs que ce que le chercheur mesure, eh bien, l'effet de l'intervention finalement. Ce qui rend impossible de dire mon collègue et moi, on va se mettre d'accord et on va regarder et puis on va voir si ça marche. Ça peut marcher, mais ça peut aussi être lié à mes caractéristiques à moi ou à ses caractéristiques à lui. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir travailler sur des échantillons un peu plus nourris, éventuellement ne pas être informé de ce qu'on fait ou des effets nécessairement attendus, ou d'être soi-même le producteur de la méthode dont on est absolument certain que c'est la solution et on met tous les moyens pour démontrer que ça marche, alors que le collègue va peut-être pas mettre la même énergie. C'est vrai que ce dernier critère est vraiment important. C'est un critère finalement écologique de la recherche pour moi, et qui a été mis en avant et vraiment utilisé beaucoup par le professeur Slevin aux États-Unis, qui considère que on doit aussi, en tant que chercheur, avoir la responsabilité de donner des programmes qui sont réplicables sur le terrain. Et donc, qu'on va étudier, mais qu'on va étudier en les faisant mettre en œuvre par des vrais enseignants, dans des vrais contextes, et pas un chercheur qui vient à un moment donné très précis dans une école, qui du coup, vu que, entre guillemets, sa seule tâche
à faire à ce moment-là, c'est mettre en œuvre l'intervention, va pouvoir donner tout son temps pour la préparation de cette intervention-là, va pouvoir rester peut-être 1 heure, 2 heures de plus dans l'école, va peut-être travailler son temps de midi, rester ou rencontrer les parents après la journée. C'est ce que font bien sûr plein d'enseignants, mais des fois ça rend les choses un peu écologiques parce que finalement le chercheur il peut se permettre de faire ça parce qu'il est un jour dans l'école et puis qu'après, il retourne dans son bureau, il retourne travailler sur ses recherches, il donne des cours à l'université. Et cet effort qu'il va donner sur une journée, la question c'est est-ce que c'est possible de faire ça pendant 5 jours, pendant toute une année. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très important aussi de penser à des interventions qui sont écologiques et qui demandent pas, qui demandent du travail, parce que toute intervention demande du travail, mais qui demandent un travail qui est réaliste et qui est réalisable, et notamment aussi en parallèle des référentiels. Les référentiels forcent les enseignants à développer une série de compétences qui sont définies, et on ne peut pas, nous, en tant que chercheurs, arriver avec des interventions qui ne répondent pas forcément aussi à ces compétences-là, ou qui ne visent pas au développement de ces compétences-là. Et ça, je pense que c'est aussi un critère qui est très essentiel et qui est notamment pris en compte par la Best Evidence Encyclopedia aux États-Unis, qui en fait exclut de toutes les recherches qu'ils synthétisent, toutes les recherches qui sont menées par des chercheurs dans les écoles, en disant que finalement, on n'est pas toujours dans des conditions très écologiques quand on fait ça. D'accord. C'est la fameuse encyclopédie de Robert Slevin dont on parlait juste un peu avant, et qui est donc le papa de Success for All, et de la démonstration en parallèle que ce qu'il proposait peut marcher, et pas marcher à toute petite échelle, mais à très grande échelle, et peut être répliqué. C'est sans doute un des problèmes qu'on rencontre aussi quand j'ai une bonne idée comme enseignant, puisqu'on est aussi des enseignants à l'université, c'est pas sûr qu'on soit assez précis pour pouvoir répliquer à ce que je dis. Moi, j'ai l'impression que j'ai fait un travail de groupe, mais c'est quoi exactement, etc. Donc, ça pose aussi tous ces problèmes de bien définir ce dont il est question. Et je pense, dans tes travaux, moi, j'ai beaucoup apprécié le travail sur le redoublement est-il efficace? C'est une des questions que tu as adressées dans tes méta-analyses. C'est classique, hein, c'est une question qu'à Liège, on interroge depuis très très longtemps avec les travaux de Marcel Craet à l'état grisé, mais toi, tu l'as pris sous un certain angle. Tu peux nous en dire quelques mots? Oui, donc j'ai réanalysé un peu toutes les recherches qui sont disponibles sur le redoublement depuis le début des années 1900 finalement, parce je crois que dans la recherche en sciences de l'éducation, c'est sans doute la plus grande tradition de recherche de tester l'effet de cette pratique-là, qui a été testée dans aussi énormément de pays différents et dont les premières études datent de 1910, quelque chose comme ça. Donc on a vraiment 110 ans, 115 ans de recherche disponible sur le sujet. Et c'est vrai qu'on a eu souvent une tendance à l'exhaustivité dans les synthèses, ce qui est génial et ce qui est vraiment l'une des grandes caractéristiques des méta-analyses. Et donc les auteurs prenaient un peu toutes ces recherches qui ont été faites sur les 110, 120 dernières années et on propose une synthèse de finalement quels sont les effets dans chacune des études et puis les synthétise en un seul effet. Si on fait la moyenne de tous les effets qu'on a observés dans ces 100 études, dans ces 120 études, qu'est-ce qu'on observe finalement? Et c'est vrai que le message est déjà beaucoup passé en Fédération Wallonie-Bruxelles, notamment grâce à Marcel Craet et ses ouvrages, que dans ces synthèses-là, on trouve souvent que l'effet du redoublement est négatif, voire nul. Et donc, quand on dit nul, c'est toujours aussi important de le reconsidérer. Un effet nul alors qu'on demande à un élève de rester 1 an en plus à l'école, c'est absolument pas ce qui est espéré, c'est absolument pas ce qui est souhaité derrière l'intervention. Donc ça ne plaide pas en faveur de l'intervention, en tout cas d'avoir un effet nul. Je pense qu'on ne prendrait jamais un médicament, une intervention quelle qu'elle soit, quand on nous dit ça ne fonctionnera pas. Et donc c'est un peu la conclusion qu'on en avait jusqu'alors. Et c'est vrai que moi, mon entrée dans ces recherches-là a été plutôt de me dire, est-ce que finalement la recherche sur laquelle on se repose, et donc sur toutes les recherches qui sont synthétisées dans les méta-analyses, quelle est finalement la qualité de ces recherches-là? Est-ce qu'il y a des défauts méthodologiques qui nous amèneraient peut-être à reconsidérer un tout petit peu les résultats ou pas? Et donc du coup, j'ai un peu passé sous le prisme de tous ces critères qu'on vient de discuter, dont on vient de discuter tous les deux, l'ensemble des recherches disponibles pour essayer de voir finalement est-ce qu'elles sont toutes de qualité ou pas. Ça veut dire que en fait, ton travail n'est pas exclusivement un travail de statistique, de comparaison de chiffres, mais c'est aussi un travail qualitatif. Il faut aller voir, mettre les mains, il faut retourner au document et se dire, est-ce que je prends cette étude, est-ce qu'elle est assez bonne pour entrer? Et il vaut parfois mieux moins d'études, mais de bonnes études, que d'avoir beaucoup d'études faites n'importe comment. C'est ça que tu dis. C'est un grand débat, en tout cas pour l'instant, la question de vaut-il mieux être très exclusif et donc exclure finalement toutes les études de faible qualité lorsqu'on fait une synthèse, ou faut-il garder tout avec l'hypothèse qui a été des fois annoncée par certains statisticiens que les biais d'une étude vont être compensés par les biais de l'autre. Alors moi, je ne suis pas hyper favorable à ça, sinon je n'aurais peut-être pas fait tout le travail que j'ai fait. Maintenant, c'est peut-être juste un point de vue sur cette question-là. Et c'est vrai que j'ai eu tendance à me dire,
finalement, et peut-être aussi porté par le fait que les études sur le redoublement avant avaient beaucoup travaillé sur l'exhaustivité sans se poser cette question de la qualité. Je me suis dit, moi je vais essayer d'apporter ma pierre à l'édifice et je vais essayer de réfléchir un peu en termes de qualité. Mais c'est vrai que du coup, ça nécessite de prendre un temps certain pour vraiment lire en profondeur chacun des articles et les passer au crible d'une série de critères qui ont été définis. J'ai veillé à ce qu'ils ne soient pas définis par moi-même. J'ai utilisé des critères qui étaient utilisés par des grandes agences, notamment américaines, comme Wadsworth Gingrich, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et j'ai simplement passé toutes ces études sous le tamis de ces critères, si je peux dire. Et même quand on a tamisé, alors c'est curieux parce que tu pointes un certain nombre d'études qui ont l'air d'indiquer qu'il y a des effets positifs au redoublement. C'est pas du tout ce qu'on disait, mais c'est plus compliqué que ça. Oui, alors, je pense aux études menées en Californie, si j'ai bonne mémoire. Oui, et en Floride aussi, il y a une série d'études qui ont un peu ramené le débat du redoublement aussi aux États-Unis, alors que c'était un débat qu'on pensait clos aux États-Unis quand même depuis pas mal d'années. Et dans ces deux États, il y a en fait pas mal de réformes politiques qui ont eu lieu ces dernières années, et notamment une réforme qui porte le nom de Test-Based Retention en anglais, donc redoublement fondé sur le test. Alors, dit comme ça paraît sans doute un peu bizarre, mais l'idée fondamentale de ce type de réforme, c'est de donner et d'administrer aux élèves, en fin de chaque année scolaire, un test standardisé, qu'on pourrait prendre comme exemple le CEB, pour avoir un exemple concret comme chez nous. Donc, aux États-Unis, on a cette idée qu'on va administrer un test de format CEB en fin de chaque année, pour essayer de voir un peu le niveau de tous les élèves sur un même test au sein de l'État dans lequel on est. Et en Floride, par exemple, ce test est utilisé pour cette raison-là, mais aussi pour une autre raison, pour essayer d'identifier des élèves qui sont en dessous d'un seuil qui a été décidé politiquement et qui est considéré comme un seuil sous lequel il serait opportun ou intéressant de redoubler. Et donc, en fait, tous les élèves passent le test et on définit un seuil. Et en dessous de ce seuil, on propose à tous les élèves de redoubler. Donc c'est plus l'enseignant qui décide, oui, c'est ça. C'est presque l'inverse de notre CEB où on fait réussir tous ceux qui passent au-dessus. Là, et on peut encore transiger avec le dossier individuel. Là, c'est plutôt l'inverse. Oui, là, c'est tout à fait l'inverse. On décide finalement de qui va échouer sur base d'un test externe et qui n'est pas créé par les enseignants et qui est administré par l'État. Mais c'est cruel alors, enfin, c'est très dur. Et qu'est-ce qu'on fait de ces élèves qui sont désignés comme redoublants ? Alors, la différence contextuelle entre les États-Unis et la Belgique ne s'arrête pas à la décision, mais aussi à la manière dont le redoublement est mis en œuvre par la suite. Et donc, du coup, première chose qu'on propose à ces élèves-là, dans ces contextes-là, c'est de suivre des cours d'été. C'est une idée très américaine, on parle souvent de camps d'été aux États-Unis. Et il y a des camps d'été qui sont créés notamment pour les élèves de fin de première primaire qui sont dans cette situation-là pour réenseigner ou réapprofondir leurs compétences en lecture. Et donc, pendant 2 mois de congé, je ne sais pas si on peut encore rappeler ça des congés. 2 mois de congé, ça devient un quadrimestre de plus. On offre finalement quelque chose entre une première et une deuxième session, ce que nous faisons rarement. Nous, on postule que les élèves apprennent mieux l'été sans les profs que pendant l'année, en quelque sorte. Mais là, pas du tout. On va fournir des enseignements. Oui, c'est ça. On fournit des enseignements pendant les 2 mois et on permet ensuite aux élèves de repasser le test, en tout cas dans certains États, afin de voir si ils peuvent ou non, ou s'ils ont ou non rattraper leur retard, c'est ça, et voir en fait si du coup ils sont passés au-dessus de ce seuil au test ou en dessous. Et donc c'est seulement après qu'on décide du redoublement dans l'État de Floride, mais qui n'est pas forcément le redoublement comme chez nous, parce que là il n'est pas question de remettre l'élève dans sa classe avec le même enseignant. Il est question de retirer l'élève de sa classe et de le mettre dans ce qu'on appelle souvent aux États-Unis des classes de transition. Donc des classes qui sont entre l'année redoublée et l'année suivante, et dans lesquelles l'élève va être avec une série d'autres élèves du district scolaire qui sont dans la même situation de difficulté, et auxquels on va ensuite proposer une série de choses, des enseignants plus chevronnés qui vont aller enseigner dans ces classes-là, avec des interventions spécifiques qui visent à lutter contre les difficultés qu'on observait. S'ils ont encore des difficultés en lecture, on travaille surtout avec eux dans des petits groupes, dans des temps spécifiques, les différentes composantes de la lecture, avec une certaine attention, de telle façon à résoudre finalement le problème qui a justifié le redoublement. Donc on ne répète pas forcément tout, on retravaille vraiment spécifiquement ce qui justifie le redoublement. Alors, je suis tenté de dire que ce n'est pas du redoublement, ou que c'est peut-être pas une bonne idée d'appeler ça du redoublement. Enfin,
je ne sais pas qui a le droit d'utiliser redoublement ou pas redoublement, mais ça nous amène dans l'éducation comparée qu'on va devoir pratiquer pour voir l'efficacité. C'est important de ne pas comparer tout à n'importe quoi, d'être prudent. Et ça ramène encore une nouvelle fois la focale sur il n'y a pas de distinction. On ne peut pas faire du quantitatif ou du qualitatif seulement. Oui, les deux composantes sont essentielles. Qu'est-ce qu'on fait effectivement? Comment on l'appelle, chacun est libre sans doute d'utiliser les mots qu'il veut, mais bon, c'est sans doute pas du redoublement. Si on donnait comme message aux enseignants, on va continuer le redoublement, mais ce sera ça. C'est peut-être à commencer par l'été, on va faire des camps d'été et puis on va faire ces classes particulières où on affecte les meilleurs enseignants. D'après ce que j'ai compris, on fait de la sélection des meilleurs enseignants pour s'occuper des moins bons élèves. Oui. Ça, dans un contexte très américain du coup, où on a des enquêtes nationales, des tests nationaux qui sont mis en œuvre chaque année et qui permettent aux États-Unis, alors on peut discuter de l'éthique ou de la déontologie de ce genre de pratique, mais qui permettent aux États-Unis de sélectionner des enseignants qui feraient le plus progresser leurs élèves durant une année scolaire. Et c'est ces enseignants-là qui sont choisis pour travailler dans ces classes spécifiques de redoublement. Maintenant, c'est vrai qu'on y trouve des effets positifs, mais je pense qu'il mérite aussi d'être discuté un peu. Ce sont des pratiques qui sont quand même relativement neuves en termes de politique éducative. Donc on a des effets qui sont mesurés parfois sur 2, 3, 4, peut-être 5 ans, mais qui restent quand même des effets à court terme. On constate quand même que sur ces effets à court terme, il y a vraiment un boost d'effets sur les premières, deuxièmes années, juste après le redoublement. On voit vraiment que les élèves redoublants semblent plus progresser avec cette méthode-là, avec tout ce qui est mis en œuvre autour, que les élèves promus. Mais sur les effets à plus long terme, pour l'instant, il y a quand même un peu plus de débats et ils n'ont pas vraiment l'air de se maintenir. Et pour moi, reste une question que Marcel Krahem vient de mettre en avant dans son bouquin, c'est que finalement, quand on met en place le redoublement avec toutes des mesures que j'appelais des mesures de remédiation, on pourrait aussi poser la question inverse de comment bénéficieraient les élèves promus de toutes ces mêmes interventions, de cette fameuse école d'été, de ces fameux programmes pour élèves en difficulté en lecture, par exemple, sans redoubler. Est-ce que finalement, ils n'en bénéficieraient pas encore plus? Et pour l'instant, la recherche ne répond jamais à cette question-là. Merci Dylan, on arrive tout doucement à la fin de notre entretien, donc merci en tout cas pour toutes ces informations. On retrouve tes publications sous la vidéo et puis on peut aussi encourager à lire la thèse, même si c'est un solide pavé bien sûr, mais merci à toi. Merci beaucoup pour l'invitation.